Eh bien, écoutez, merci Ludovic d'avoir pensé à moi pour effectivement vous parler de cet ouvrage qui est sorti il y a déjà maintenant presque 3 ans, qui est un livre un peu particulier, qui n'avait jamais été traité, on n'avait jamais traité le sujet de cette manière-là, parce qu'effectivement, comme je le disait Ludovic, je suis donc avocat, mais j'ai fait des études d'histoire aussi en même temps, et donc j'ai toujours été passionné par les relations que la France a pu vivre avec différents sujets, et notamment avec l'islam, et surtout j'ai été assez choqué par voir le nombre d'inexactitudes, d'erreurs qui n'ont pas arrêté de circuler depuis des décennies dans les milieux intellectuels, dans les milieux politiques. Et j'ai voulu là-dessus un petit peu remettre les choses à leur place, parce que de part et d'autre, d'ailleurs, on a souvent des idées fausses qui circulent sur l'islam, parce que il faut savoir que ce n'est pas une nouveauté pour la France d'être en relation avec l'islam. Ça fait 15 siècles que notre territoire vit une relation particulière que d'autres pays européens d'ailleurs n'ont pas, ce qui fait que notre spécificité est bien liée à l'histoire. Et c'est pour ça qu'effectivement, moi je reste persuadé que bien connaître son histoire permet de mieux anticiper, de mieux comprendre ce qui se passe. Et donc, dans ce livre, ce n'est pas un livre politique, ce n'est pas un livre religieux, ce n'est pas un livre polémique, c'est vraiment un livre d'histoire, si vous voulez, qui reprend ce que nous avons vécu. Et alors, j'ai eu un petit débat avec mon éditeur parce que j'aurais voulu mettre la forme de la France sur la couverture, ce qu'il n'a pas voulu, parce que c'est un peu ambigu de parler de la France et de l'islam au fil de l'histoire. Et j'ai voulu, moi, parler du territoire France, en fait. Qu'est-ce que notre territoire a vécu avec l'islam? Parce que vous savez bien qu'au niveau historique, quand vous prenez un livre d'histoire, on ne traite que de ce qui est du territoire qui est rattaché au royaume de France ou au pouvoir politique français. Ce qui veut dire que dans les livres d'histoire, quand la Provence n'est pas française, on n'en parle pas. Quand le Lyonnais et le Dauphiné n'est pas français, on n'en parle pas. Quand le Sud-Ouest n'est pas français, on n'en parle pas. La Corse n'est pas française, on n'en parle pas. Et donc, on a une vision qui est assez réductrice, finalement, de ce que notre territoire a pu vivre pendant ces 15 siècles, parce que je peux vous assurer qu'il n'y a pas uniquement eu la bataille de Poitiers dont on parle, mais qu'il y a eu bien d'autres batailles qui ont eu lieu. Et c'est important, justement, de le comprendre. Alors, ce livre, je l'ai partagé en 3 grandes périodes. La période que j'ai appelée celle des confrontations. Donc c'est de 719, vous verrez pourquoi, 719 à 1292, qui va concerner la confrontation en terre de France et la confrontation en terre d'islam. Après, il y a la période des alliances. Alors, les alliances, là aussi, c'est très particulier, et c'est bien, je dirais, ce qui fait la spécificité de la France par rapport aux autres pays européens, c'est que nous avons été les alliés de Soliman le Magnifique, tandis que les autres pays européens étaient en guerre avec les Turcs. Alors, ça va laisser des traces, et ça va faire effectivement que notre histoire à nous, elle est très spécifique par rapport notamment à la Méditerranée et par rapport au pouvoir politique musulman. Alliance économique, alliance militaire, on le verra. Et la troisième partie, qui sont ce que j'ai appelé les cohabitations, cohabitation de la France en terre d'islam, et cohabitation évidemment désormais de l'islam en terre de France. Et ça, c'est encore une autre histoire qui est à écrire. Avant que l'on regarde ce qui s'est passé, j'ai voulu vous faire ces cartes pour vous expliquer ce qu'était notre territoire avant l'invasion. Et vous verrez effectivement que finalement le royaume des Francs, puisqu'il n'y avait pas la France à l'époque, était mangé, si je peux dire, par une partie du sud-ouest qui était bleue, qui était le royaume des Wisigoths. Donc il faut bien comprendre que la France n'était pas effectivement l'hexagone que nous avons actuellement. Et c'est important si je vous parle des Wisigoths, parce que les Wisigoths, qui contrôlaient donc tout le sud-ouest de la France et la Narbonnaise, si on peut dire, et jusqu'à l'Italie, était un peuple qui avait donc envahi, venant de Germanie, d'Europe centrale, qui avait envahi l'Empire romain et qui avait réussi à battre Rome et notamment à prendre le trésor de Rome. C'est-à-dire que les Wisigoths n'ont jamais été battus. C'est important parce que dans l'histoire des Wisigoths, c'est un peuple qui faisait excessivement peur à l'ensemble des pays européens, mais c'était un peuple invaincu et qui était parti avec le trésor de Rome qu'ils avaient emmené dans ce royaume wisigoth qu'on appelle maintenant l'Espagne, mais effectivement, ils étaient partis avec le trésor de Rome. Ce qui veut dire la force de ce pouvoir qui contrôlait vraiment l'équivalent presque de nos 2 pays. Et vous allez voir que lorsque l'islam va arriver, il va effectivement arriver par cette zone-là. Je vous ai mis aussi un petit récapitulatif comparatif de ce qui se passe dans le monde musulman par rapport à la France.
Mahomet, 570-632, on est à l'époque du roi Dagobert. Voilà à peu près. Vous avez la prise de Jérusalem en 637 par les musulmans. Alors attention, dans mon livre, et je peux utiliser plusieurs termes différents pour parler des musulmans, ça peut être des Mahométans, des musulmans, des Sarrasins, des Maures, des Arabes, même si tout ça ne veut pas dire évidemment la même chose, puisqu'il faut savoir que l'Afrique du Nord sera effectivement donc islamisée, mais qu'avant les Arabes, avant les musulmans, on parlait déjà des Maures, qui habitaient dans la Mauritanie, qui était effectivement donc le nord de l'Afrique. On a 637, la prise de Jérusalem, et vous avez toute l'invasion de l'Afrique du Nord qui est terminée en 711. Donc en presque un siècle, ils partent d'une zone qui est autour de l'Arabie ou de la Jordanie, c'est un petit peu ou de la Syrie, c'est un peu cette zone de départ, et ils arrivent effectivement sur toute l'Afrique du Nord en 711. Et en 711, ils vont traverser la Méditerranée par Gibraltar. Gibraltar, Djebel Tariq, c'est en fait le rocher conquis par Tariq, le conquérant. Et donc, ils arrivent, et là, ils envahissent quasiment sans difficulté le royaume visigothique. Et ça, c'est une stupeur pour tout le monde européen, puisque les Visigoths avaient été invaincus, et là, on voit une armée qui arrive et qui défait en quelques années ce pays qui était effectivement invaincu. Et en 718, ils terminent d'envahir la péninsule ibérique, et là, ils vont passer les Pyrénées, et ils vont arriver à Narbonne. Et là, on est à l'époque, si vous voulez, de Dagobert III, Chilpéric II, qu'on ne connaît pas très bien, il faut être honnête. Ce ne sont pas des rois qui ont laissé des traces particulièrement importantes. Alors, 719, invasion de Narbonne. Là, on est sur la première fois, effectivement, ils sont passés en Pyrénées, mais Narbonne, vous voyez, ce qui est important de savoir, et c'est pour ça qu'on n'en parle jamais, parce que ce n'était pas français à l'époque, donc on n'en parle pas, Narbonne sera musulman pendant pratiquement 40 ans. Donc il y aura une occupation de Narbonne. Et là, ils vont commencer à vouloir aller vers, effectivement, vers Rome d'à côté, puis vers aussi là où il y a de l'argent, où il y a des trésors, donc c'est les villes et notamment les monastères. Mais quand on nous dit toujours que la première défaite, c'est Poitiers, c'est totalement faux, puisque la première défaite en fait, des musulmans sur notre territoire, c'est Toulouse. Toulouse, en 721, les armées musulmanes sont battues, ils n'arrivent pas à prendre Toulouse. Et pareil en 725, 726. Donc, sauf que Toulouse ne faisant pas partie du royaume de France de l'époque, on n'en parle jamais dans l'histoire de France. Ils envahissent finalement Nîmes et Carcassonne en 725. Ils viennent piller Lyon et Autun en 725. Et là, cette fois-ci, en 731, il y a la défaite de Toulouse. Et une fois qu'effectivement les ducs d'Aquitaine ont été battus, ils vont remonter plus au nord. Et là, les armées vont se partager en deux. Vous avez dans le centre de la France le Massif central. Les armées musulmanes vont se diviser en deux. Une partie va remonter le Rhône et l'autre partie va effectivement passer sur l'ouest du Massif central et va arriver vers Poitiers ou Tours, enfin on appelle différemment, la bataille de Poitiers en tout cas, qui sera effectivement la première défaite dans notre histoire à nous. Sauf que Sens, c'est la même chose aussi à quelques mois près. Mais Sens, c'est l'évêque de Sens, un évêque qui avait pris la tête de l'armée, qui va stopper l'armée musulmane. Et donc, coup sur coup, deux défaites des musulmans, Sens et Poitiers. Mais Poitiers, on avait besoin de garder cette défaite, je dirais, en mémoire, puisque effectivement, c'est ce qui justifie après l'installation des Carolingiens, puisque Charles Martel étant effectivement, si on peut dire, l'initiateur des Carolingiens, et c'était important pour les Carolingiens, disent c'est notre ancêtre qui a effectivement battu les musulmans et qui a gardé la liberté à la France. Donc, Poitiers 732, Sens juste avant, et là, on va mettre encore presque 20 ans pour reconquérir ce territoire qui effectivement était pris par les musulmans. Alors là, on est dans une période de confrontation, de conquête territoriale. Il faut bien savoir que quand on est dans la confrontation, à cette époque-là, les guerres respectent des règles qui peuvent nous choquer complètement maintenant, mais à l'époque, quand on envahit un territoire, la première ville qui résiste, qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois que vous avez réussi à prendre cette ville-là, vous n'allez pas laisser les soldats quitter la ville et aller dans la ville d'à côté, parce que vous avez envie, vous, d'aller conquérir la ville d'à côté.
Vous n'allez pas renforcer l'armée ennemie. Donc vous massacrez effectivement la première ville. Et ça, on le voit dans toute, je dirais, l'histoire, que ce soit des musulmans entre musulmans, des chrétiens entre chrétiens, des chrétiens contre des musulmans contre des chrétiens. Il faut bien comprendre que ça correspond vraiment à une technique de guerre qui est de dire, une fois que j'ai massacré la première ville qui a résisté, eh bien la ville d'après ne va pas oser résister. Et en bout de course, si on regardait de manière purement mathématique, on a moins de morts en agissant ainsi, puisque les villes d'à côté après se rendent, plutôt que s'il fallait effectivement à chaque fois reprendre et reconquérir chacune des villes. Ça peut nous paraître complètement atroce comme ça de parler, je dirais, de massacre de populations entières. C'est ce qui se passait à l'époque. C'est ce qui se passait à l'époque, et c'est pour ça que quand Perpignan est pris par les musulmans, l'ensemble de la population est massacrée. C'est-à-dire qu'on a la totalité de la population de Perpignan qui est massacrée en 720, et les femmes et les enfants sont emmenés en esclavage. Parce qu'effectivement, on verra, c'était une deuxième spécificité, si je peux dire, du pouvoir musulman. Et donc, une fois que vous avez la fin, reconquête de Narbonne, donc en 759, Narbonne, c'était une région musulmane. Ils avaient appelé ça Arbouna, qui était effectivement une région en tant que telle, musulmane, qui était ce qu'on appelait un siège d'un wali, qui était effectivement donc un pouvoir politique musulman. Et là, on pense qu'a priori, la France est libérée. Mais ce n'est pas vrai, en fait. Ce n'est pas vrai parce que, là encore, on n'a que la vision de la France politique. Mais on a encore toute une région qui est sous pouvoir, effectivement, musulman, qui va être au niveau, effectivement, au niveau donc de Saint-Tropez, tout simplement, de la Provence. Là, je vous rappelle comment était effectivement le pouvoir musulman qui arrive jusqu'ici, donc qui va envahir la France, et c'est là où on va avoir effectivement ces différentes batailles qui vont se passer. Et vous voyez bien qu'il nous reste à ce moment-là, il reste encore un morceau de l'Empire romain. L'Empire romain byzantin, l'Empire romain d'Orient tient encore à peu près, même s'il a perdu une bonne partie de son territoire. Et c'est important parce que ça, c'est un des éléments qui va expliquer les croisades. Et une fois qu'ils sont partis de France, ben c'est pas fini. Parce qu'on va avoir des raids permanents. Il va y avoir des raids. Alors dans mon livre, je les détaille tous, chacun. Là, je vous ai juste mis effectivement certains raids. Des raids en 787, en 793, en 800. Charlemagne essaie de faire la paix avec les musulmans. Alors c'est important parce que cette paix que Charlemagne va faire avec les musulmans, déjà prévoira l'accès aux lieux saints du christianisme et notamment le rôle que, entre guillemets, les Français auront dans cette protection des lieux saints. Et depuis Charlemagne, la France agit ou cherche à agir dans la protection des lieux saints de Jérusalem, notamment. Donc les pèlerinages de Jérusalem. Mais après la fin du traité donc, de Charlemagne, on a encore des raids qui se poursuivent en permanence. Donc vous avez, alors ça je vous ai mis, mais vous avez des villes comme Marseille qui sont avec des razzias permanentes. Vous avez effectivement dans la vallée du Rhône régulièrement, et je vous ai mis quelques-unes des dates permanentes de ces raids, 800 ans, et on vit toujours sous ces raids qui peuvent arriver, notamment dans toute la vallée du Rhône, où si vous regardez bien le nom des différents endroits, vous avez Castelmort, le château des morts, vous avez Roquemort, le rocher des morts, et on va retrouver cela effectivement en permanence. Et puis vous avez surtout le massif des morts, qui, on sait au moins depuis 888, qu'ils appellent Jabal al-Kilal, qui est effectivement leur zone de Méditerranée, en fait c'est Saint-Tropez si vous voulez, et ça leur permet, en maîtrisant cette base, avec 3 autres bases dans la Méditerranée, de contrôler la Méditerranée. Donc pour eux, le massif des morts, donc la gare de Fresnay, etc., est effectivement très importante pour eux. Et là, vous allez avoir une bataille très importante, et qui est totalement inconnue, je dirais, de l'histoire de France, qui est la bataille du Tourtour, qui est finalement la bataille qui va permettre, je dirais, de vaincre les dernières poches musulmanes en France, qui sont effectivement celles en 900. Alors, il y a des grands débats, 977, 978. Bon, on sait qu'en 990, en tout cas, il n'y a plus de musulmans installés sur le massif des morts, sur effectivement la Provence. Et c'est Guillaume de Provence, qu'on va appeler le comte le libérateur, qui va effectivement réussir à permettre à ce que toutes ces implantations musulmanes soient stoppées.
Mais comme effectivement la Provence n'est pas française, eh ben, on n'en parle jamais dans l'histoire de notre pays. Alors, je ne voudrais pas dire que l'islam et les musulmans seraient je dirais vraiment les seuls à agir comme ça. On est une époque où il y a des invasions qui viennent de tous les sens. Il faut être très clair. C'est l'ère du temps. On a de l'argent quelque part, et ben on fait une razzia et on essaye effectivement d'y aller. Vous connaissez bien les Vikings, l'histoire des Vikings, ce qu'ils ont pu faire dans toute l'Europe. Et là, je vous ai montré effectivement sur une carte comme cela les raids normands, les raids hongrois, les raids arabes effectivement qui arrivent ici, et qui vous montrent qu'on a les Hongrois, les Vikings ou les Normands qui en permanence attaquent effectivement notre territoire, et les musulmans font partie de ceux qui vont attaquer par le sud effectivement notre territoire. Mais on va se retrouver après plus de musulmans en France, sauf des raids qui vont continuer régulièrement. Il ne faut pas croire que parce qu'il n'y a plus de musulmans, il n'y a pas de raids. 972, vous avez notamment le père supérieur de Cluny. Alors Cluny, c'est l'abbaye de Cluny, c'est un des ordres religieux les plus importants d'Europe. Le père supérieur est enlevé. Il est enlevé, il venait de Rome, il va passer par les Pyrénées, peut-être passer pas très loin d'ici, je ne sais pas par quelle route il est passé exactement. Toujours est-il, il va se faire enlever dans les Alpes par un raid musulman, et ils vont être obligés de donner la totalité du trésor de Cluny pour pouvoir libérer le père supérieur. Et ça, c'est un élément fondamental si on veut comprendre aussi comment l'Europe va réagir face au monde musulman. Parce que pour eux, c'était inacceptable qu'un homme d'église soit comme ça enlevé et qu'ils aient pillé le trésor entier de l'abbaye de Cluny, enfin de l'ordre de Cluny, pour effectivement obtenir la libération de Mayol. Gardez bien en tête ça, parce que ça va justifier aussi pourquoi les Français vont réagir de cette manière au moment des croisades. Au même moment, vous avez donc une partie quand même des musulmans qui commencent à être un peu chassés, parce que mine de rien, côté des Pyrénées, on cherche aussi à reconquérir une partie des terres qui avaient été envahies par l'islam, donc il y a un reflux de l'islam qui est en train de se faire, et vous avez des armées musulmanes ou une population musulmane, parce que les gens venaient avec femmes et enfants. Il ne faut pas croire par exemple qu'à Poitiers, c'était uniquement une armée musulmane. Ils étaient là avec femmes et enfants, et on a effectivement des estimations de population qui étaient à ce moment-là. On venait en famille, puisqu'on partait pour 5, 10 ans ou 15 ans de guerre, si vous voulez. Bon. Donc là, vous avez un retour qui se fait en Afrique du Nord, et à ce moment-là, vous avez une islamisation plus forte de l'Afrique du Nord. Destruction des églises d'Afrique du Nord, destruction du Saint-Sépulcre, et c'est ce qui va aussi justifier pourquoi on va avoir une arrivée massive de reliques en Europe, parce que quand on détruit une église, mais là-bas, comme c'était vraiment les premières églises du monde chrétien, chaque église a toujours des reliques évidemment dans son église, puisqu'on ne peut pas dire une messe s'il n'y a pas des reliques de saints dans l'autel. Et à ce moment-là, vous avez une arrivée massive de reliques qui arrivent. Qu'après, vous ayez eu d'autres fausses reliques qui sont arrivées en même temps, sans doute, mais il y a une raison vraiment objective pour l'arrivée de reliques à cette époque-là. Et alors là, il va y avoir un phénomène qui va déstabiliser, parce que finalement, à partir de ce moment-là, nous, on est effectivement dans la Méditerranée, il y a encore une partie de l'Espagne qui est contrôlée par les musulmans, mais les musulmans sont vraiment de l'autre côté de la Méditerranée, et on est arrivé à un accord avec effectivement liberté de circulation. C'est-à-dire qu'on peut aller faire un pèlerinage à Jérusalem sans difficulté, il y a une protection des pèlerins, les Arabes avaient accepté le principe, et donc on est arrivé à un équilibre. Sauf que cet équilibre, il va être rompu par une tribu qui s'appelle les Seldjoukides, et cette tribu est une tribu, entre guillemets, turque, on pourrait dire, qui vient en fait d'Anatolie. Cette tribu est musulmane. Elle décide de conquérir des terres. Et pour effectivement pouvoir conquérir des terres, eh bien, ils se retrouvent bloqués d'un côté par l'Empire romain d'Orient, et puis au sud de l'Empire romain d'Orient, il y a les terres qui ont été conquises par les musulmans, par les entre guillemets arabes, si on peut dire. Bon. Et ils décident d'attaquer cette zone-là. Et ça va déstabiliser toute la région. C'est-à-dire que c'est ces Seldjoukides qui vont arriver, ils vont prendre Jérusalem, ils vont attaquer Jérusalem, et quand ils vont attaquer Jérusalem, eh bien, ils vont appliquer les mêmes règles que tout peuple qui veut faire une guerre de conquête, ils vont massacrer les habitants de Jérusalem. Chrétiens et musulmans aussi.
Et c'est là où, effectivement, ça va choquer horriblement le monde chrétien, puisqu'effectivement, on est arrivé à un équilibre pendant presque 2-3 siècles, où on pouvait aller à Jérusalem sans difficulté. Et là, on se retrouve avec ce massacre fait par les Seldjoukides. La même année, on a la cathédrale d'Arménie, la plus grande cathédrale d'Arménie, qui était quasiment l'équivalent de la cathédrale de Jérusalem, va être détruite aussi par des musulmans. Et ils vont se servir, c'est une église avec une coupole, il y a une grande croix en argent au-dessus, ils vont fondre la croix pour en faire une plaque d'entrée de la mosquée. Pour dire, vous voyez, on marche sur la croix pour y arriver. Donc ça fait deux phénomènes qui choquent horriblement le monde chrétien. Et en même temps, ces Seldjoukides qui ont pris Jérusalem se disent, puisque maintenant on est implanté là, on va essayer aussi de développer un petit territoire, soit contre les Arabes, entre guillemets, soit contre les Romains. L'Empire romain d'Orient existe toujours, et là vous avez effectivement, à ce moment-là, cette tribu qui va décider d'attaquer les contours de l'Empire romain d'Orient. Et là, ils vont attaquer notamment la ville d'Antioche. Et là, à ce moment-là, on est sur un double phénomène. On est sur effectivement des Seldjoukides qui empêchent de faire le pèlerinage à Jérusalem, qui massacrent tout le monde parce qu'ils n'ont aucune règle et aucun accord n'a jamais été pris, aucun traité n'a jamais été pris avec eux. Et en même temps, ils attaquent l'Empire romain d'Orient. Et l'Empire romain d'Orient commence à prendre peur. Et l'Empire romain d'Orient va appeler à l'aide Rome. Et c'est là où vous allez avoir effectivement la croisade qui va se déclencher. Mais ça a été fait vraiment, si vous voulez. Ce n'est pas un jour où on s'est dit, tiens, on va aller attaquer des musulmans. Si le pape s'était dit, on va attaquer des musulmans, il l'aurait fait déjà 2 siècles, 3 siècles ou 4 siècles avant. Enfin, donc il faut bien comprendre qu'il y a un phénomène bien précis qui est l'arrivée des Seldjoukides qui ont totalement déstabilisé la région, qui ont pris Jérusalem, qui ont massacré l'ensemble des habitants de Jérusalem. Et vous avez la destruction de la cathédrale d'Arménie, et vous avez cette volonté de commencer à attaquer et de réussir à attaquer des territoires dépendants de l'Empire romain d'Orient. L'empereur romain d'Orient demande de l'aide aux Européens, et donc il demande de l'aide au pape. Et c'est comme ça qu'effectivement, on a le début de la première croisade. Et d'ailleurs, quand vous lisez le texte de la croisade, elle est clairement indiquée, un peuple est arrivé et a envahi effectivement Jérusalem, et un peuple turc, entre guillemets. Donc ce n'est pas du tout fait contre les Arabes. Il faut bien comprendre que les croisades, c'est une guerre sainte, mais ce n'est pas une guerre de religion. C'est-à-dire qu'on ne s'est jamais dit, on va conquérir, et de part et d'autre, on va conquérir pour effectivement convertir, parce que vous verrez que pendant tous les royaumes chrétiens latins d'Orient, les deux religions, voire les 3 religions vont cohabiter. Donc c'est une guerre sainte, parce qu'effectivement, ça rassemble des peuples de différentes religions, mais ce n'est pas une guerre de religion en tant que telle, puisqu'il n'y a pas une destruction des personnes en fonction de leur religion. Et là, vous avez le prêche de la croisade, qui est fait par Urbain II, ancien prieur de Cluny. Et on retrouve Cluny à ce moment-là, particulièrement sensibilisé évidemment à ce qui s'était passé quand le père supérieur avait été enlevé. Et c'est donc un des successeurs de Mailleul qui va déclencher la croisade. Voilà. Le problème, c'est que lorsqu'effectivement on prêche la croisade en 1095, il faut un petit temps de latence pour qu'effectivement des armées se mettent en œuvre et que ces armées puissent effectivement arriver, faire le tour et arriver à Jérusalem. Et lorsqu'elles arrivent à Jérusalem, on est en 1099, sauf que quelques mois avant, les Arabes avaient repris Jérusalem aux Seldjoukides. Ils avaient réussi à reprendre Jérusalem. Lorsque les armées de croisés arrivent à Jérusalem, eux, ça fait 3 ans qu'ils attendent ça. Quand on vient leur expliquer que ce n'est plus les Seldjoukides qui sont là, mais ce sont des Arabes, musulmans aussi, et bien ils attaquent Jérusalem. Voilà. Et c'est là où effectivement il y a eu cette première guerre qui s'est faite avec les Arabes en tant que tels, Arabes entre guillemets, enfin en tout cas ceux qui n'étaient pas les Seldjoukides, et c'est là où on va avoir effectivement des massacres qui vont arriver, parce que quand les Arabes reprennent Jérusalem, ils massacrent les Turcs. Les Turcs avaient massacré les Arabes qui étaient avant, eh bien on va faire la même chose, on va aussi massacrer, mais Godefroy-de-Bouillon va stopper au maximum les massacres qui vont avoir lieu, mais il va y avoir aussi des massacres, parce qu'on est dans des guerres de conquête territoriale. C'est pour ça que quand on vient nous dire vous avez massacré
Les habitants de Jérusalem, oui, mais enfin, tout le monde le faisait à l'époque. Alors ça n'excuse pas, mais c'est la même chose quand ce sont les Seldjoukides qui le font, quand ce sont les Arabes qui le font auprès des Seldjoukides, etc. Et donc, faire très attention sur cette période des croisades, parce qu'effectivement, on a des idées fausses qui circulent. Pendant tout le temps où il y aura effectivement ces royaumes chrétiens, le dernier siècle des royaumes chrétiens, ça va durer quasiment 250 ans, si vous voulez. Il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire, quand on vous parle des croisades, on parle de 250 ans. On parle comme de quelque chose qui a commencé en 1780 en France et jusqu'à maintenant, si vous voulez. Il faut bien comprendre qu'il y a eu plein de régimes différents, il y a eu plein de choses différentes pendant ce temps-là. Et le dernier siècle, il y a eu 80 ans de paix. 80 ans de paix, le dernier siècle, si vous voulez. Donc attention, on généralise les croisades, alors qu'il y a de tout, et il y a des régimes très très différents. Et il y a un système qui va être effectivement mis en place, qui va respecter les uns ou les autres. Et vous allez même avoir des mixités, les poulains qui sont effectivement les enfants issus de couples mixtes. Enfin, il y a tout un système qui est mis en place. Qui concerne les croisades. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'au même moment, les musulmans cherchent à nouveau à réattaquer. Et il y a notamment une croisade, entre guillemets, qui est complètement oubliée, qui est la Ghazwa, qui est une croisade, entre guillemets, donc des musulmans sur l'Espagne, qui vont vouloir reconquérir l'Espagne. Ils vont envoyer 450 000 hommes pour tenter de reconquérir l'Espagne. Ils vont échouer, et ça, on est effectivement sur une des dernières tentatives des musulmans de reconquérir l'Europe, qui va échouer, qui est donc cette, entre guillemets, croisade, cette guerre sainte des musulmans sur l'Espagne. En 1292, Tripoli est pris par les Arabes. C'est la fin des empires romains, effectivement, chrétiens en Palestine, si on peut dire. Et là, la population chrétienne est massacrée. Mais il faut le dire, c'est ce qui se faisait systématiquement de part et d'autre. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel si on veut comprendre les croisades. Alors je vais un peu vite, je suis désolé, mais j'essaye de donner des points essentiels. Vous avez tout dans le livre, de toute façon, si vous voulez tranquillement le lire plus lentement. Alors, il faut savoir que les croisades, on nous parle toujours des croisades, moments de guerre, de violence, etc. C'est aussi un moment qui va apporter énormément de choses à l'Europe et à la France notamment. Il ne faut pas oublier ce que j'appelle les conséquences inattendues des croisades, parce que en intervenant, on a sauvé l'Empire romain d'Orient. Ça, il ne faut pas l'oublier. Souvent, on va accuser après les croisades d'avoir tué l'Empire romain d'Orient par la fameuse, effectivement, pillage de Byzance. Mais s'il n'y avait pas eu ces croisades-là, depuis le début, Byzance aurait été envahi par les musulmans. Donc n'oublions pas que ça a permis de retarder la chute de Byzance, qui serait tombée beaucoup plus tôt. Ça n'excuse pas ce qu'une des croisades a fait, une armée croisade a fait à Constantinople, évidemment, à Byzance, mais en remettant dans le contexte, on peut penser qu'effectivement l'Empire romain d'Orient serait tombé en 1095 ou 1100 ou 1110, si vous voulez. Bon. Il y a eu énormément d'alliances entre familles chrétiennes et musulmanes qui se sont passées dans ces pays-là. Il n'y a jamais eu de conversion forcée. On n'a jamais forcé, je dirais, quiconque à abandonner sa religion. On a eu 80 ans de paix avec une vassalité qui était mise en place, qui dépassait donc les religions, avec des juridictions différentes selon que l'on était effectivement juif, musulman ou chrétien, avec des juges différents, avec un droit différent qui s'appliquait. Et un commerce qui va se développer effectivement de manière très importante, notamment à partir de la France, puisque dans l'esprit des musulmans, les croisés, ce sont les francs. Alors qu'en fait, c'est faux, si vous voulez. Il faut bien comprendre que dans les croisades, vous avez eu des Anglais, des Allemands, des Polonais, des Russes, des Espagnols, des Français, des Italiens, des Hongrois, des Autrichiens, enfin, tout ce que l'on veut, si on peut dire, qui effectivement étaient dans ces croisades-là. Mais pour eux, ce qui symbolisait le pouvoir de ces croisés, c'était ce qu'ils appelaient les chevaliers francs. D'où le fait qu'actuellement, souvent, on nous reproche à la France les croisades. À tort, puisque les croisés ne sont pas que des francs. Il y a des Français, mais il y a autant de pays étrangers. Je vous rappelle que l'empereur Barberousse y est allé, que Richard Cœur de Lion, tous ces rois sont allés effectivement faire les croisades. Mais quand vous voyez actuellement, dans notamment parfois des communautés de Daesh, c'est les croisés francs sont effectivement attaqués, etc. Parce que dans leur tête, ce sont les francs qui étaient effectivement les responsables des croisades.
Vous aurez un développement très important en France, donc par tout le commerce qui sera fait notamment par les Templiers, puisque les Templiers étaient le système qui permettait de drainer de l'argent pour pouvoir effectivement payer ces croisades. Donc les Templiers étaient les banquiers, c'était des soldats, de moines soldats, mais surtout par leur réseau, ils avaient mis en place des banques dans toute l'Europe, ils avaient des commanderies, ça récupérait énormément de fonds et cet argent allait effectivement sur Jérusalem. Donc une structure mise en place très, très, très forte en France par cette obligation d'aller soutenir effectivement les terres de l'autre côté. Les villes qui avaient pris une autonomie parce que les seigneurs étaient allés effectivement se battre, donc ça va avoir un impact énorme aussi sur l'organisation territoriale et politique de notre territoire. Les femmes qui reprennent une plus grande autonomie, puisque lorsque leur mari ou leur père partent effectivement en croisade, ce sont les femmes qui gèrent les seigneuries. Donc si vous voulez lire un peu plus ces sujets-là, il faut lire La femme au temps des cathédrales, qui est un merveilleux ouvrage qui effectivement explique tout le rôle des femmes qui avaient une liberté, contrairement à ce qu'on peut penser, contrairement à ce qui est raconté dans certains films. Les femmes ont énormément de droits, elles gèrent leur domaine et elles sont propriétaires de leur seigneurie, même si jamais le père décède, c'est la fille qui hérite du domaine, que les choses soient très claires. Et puis surtout, comme vous avez eu l'arrivée d'énormément de reliques, vous avez la Sainte-Chapelle qui a été construite pour accueillir à Paris donc, les reliques de la couronne du Christ. Donc voilà tous ces éléments, et j'en ai cité que quelques éléments, après on a plein d'autres éléments, qui font que les croisades ont marqué notre pays de manière incroyable et pour des siècles encore. Ça a marqué la France, ça a marqué effectivement aussi de l'autre côté de la Méditerranée. L'idéal de la chevalerie vient de là aussi. Vous avez notamment à Versailles, au XIXe siècle, on va refaire la salle des croisés. Vous montrer que 6 siècles après, 7 siècles après, on y pense encore et on est toujours dans, je dirais, cette idée du dévouement, de donner sa vie pour effectivement le tombeau du Christ. Et après, on va un petit peu, je dirais, idéaliser tout ça. Parce que quand on voit concrètement, ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Mais ça, c'est le côté idéalisé de l'histoire aussi, puisque, on va être très clair, on a aussi un roman national. Beaucoup de gens actuellement discutent de la réécriture de l'histoire. On a un roman national, moi je préfère le récit national, qui est quand même plus vrai, plus proche de la réalité. Mais ça fait partie aussi de toute une culture d'un pays. Et effectivement, on va idéaliser toute cette partie des croisades. Alors, une fois qu'on a terminé les croisades, il faut savoir qu'on a abandonné complètement l'idée d'y retourner. Alors, complètement, pas entièrement. Parce que le pape, à plusieurs reprises, va tenter de reconquérir Jérusalem et va lancer l'idée de faire de nouvelles croisades, y compris au XVe siècle, où une croisade sera lancée. La France n'en fera pas partie. Et notamment, le roi de France donnera comme ordre à l'ensemble de ses chevaliers de d'abord défendre le royaume de France contre ses propres ennemis, plutôt d'aller effectivement pour se battre de l'autre côté de la Méditerranée. Donc on va vraiment avoir une spécificité parce que la France, à ce moment-là, va se retrouver en grand danger. Je vous rappelle qu'on a eu la guerre de 100 ans, les Anglais qui avaient failli prendre la France. Alors les Anglais diront que ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, mais bon bref, on ne va pas revenir dessus. Toujours est-il que nous, on va réussir à bouter l'Anglais hors de France, et le royaume de France était un royaume très très fragile. Très fragile. Donc, après Jeanne d'Arc, le roi de France, qui est le petit roi de Bourges, va réussir à pouvoir effectivement reprendre le contrôle de la France. Mais face à cela, une fois qu'on a réussi à mettre les Anglais dehors, eh bien on se retrouve avec un gros problème, qui est le royaume de Charles Quint. On arrive enfin à reconstituer la France, on est fragile, et là on a un mastodonte qui est en train de se créer, qui est effectivement un petit peu la renaissance de l'Empire romain. Il faut savoir que depuis 1500 ans, il y a un mythe dans tous les pouvoirs politiques de l'Europe, c'est de vouloir recréer un jour ou l'autre l'Empire romain que nous avions. C'est-à-dire qu'on va retrouver ça avec Charlemagne, qui veut recréer l'Empire romain. On va le retrouver évidemment avec Charles Quint, on va le retrouver avec Napoléon, on va le retrouver avec Hitler,
On peut le retrouver aussi avec l'Union européenne, qui est un peu dans ce mythe de refaire cet empire romain de l'époque. Mais on retrouve toujours cette idée de dire qu'on peut faire cet empire romain, ce grand pays romain, depuis la chute de l'empire romain, en gros le 3e, 4e siècle. Voilà. Et là, à ce moment-là, vous avez effectivement le roi de France qui se retrouve entouré par toutes les zones, si on peut dire, l'empire romain, l'empire de Charles Quint, qui se fait d'ailleurs appeler le Saint-Empire romain germanique, voyez, qui contrôle toutes ces zones-là. Et donc vous allez voir comment Charles Quint se qualifie. Charles Quint se qualifie empereur des Romains, toujours Auguste, vous voyez la référence donc à l'empire romain, roi de Germanie, de Castille, de Léon, de Grenade, d'Aragon, de Navarre, de Naples, de Sicile, de Majorque, de Sardaigne, des îles Indes et terre ferme de la mer Océane, archiduc d'Autriche, duc de Bourgogne, de Brabant, de Limbourg, du Luxembourg et de Gueldre, comte de Flandre, d'Artois, de Bourgogne-Palatin, de Hainaut, de Hollande, de Zélande, de Ferrette, de Haguenau, de Namur et de Zutphen, prince de Zulban, marquis du Saint-Empire, seigneur de Frise, de Salins de Malines, dominateur en Asie et en Afrique, roi de la Nouvelle-Espagne, du Pérou, de la Nouvelle-Grenade et du Rio de la Plata, et suzerain des vice-rois de ces mêmes pays. C'est pas mal comme titre, un peu compliqué à utiliser, mais pas mal. Et donc là, pareil, si on ne comprend pas le poids de Charles Quint, on ne comprend pas l'histoire de France de cette époque-là. Parce qu'effectivement, le roi de France, il est tout petit par rapport à ça. Et surtout quand on se fait emprisonner et qu'on perd une bataille à Pavie, et qu'on est prisonnier de Charles Quint. Qu'est-ce que peut faire effectivement à ce moment-là François Ier? Si on reprend ici cet empire aussi important, où y a-t-il un empire aussi important? C'est l'Empire ottoman. L'Empire ottoman est le seul qui puisse contrecarrer l'empire de Charles Quint. Et ça, François Ier le comprend. Et sa mère notamment, Louise de Savoie, qui va écrire une lettre à Charles Quint, pas Charles Quint, à Soliman le Magnifique, pour justement pousser, cette fois-ci les Ottomans, puisque maintenant, je vous rappelle que les premiers qui avaient envahi, c'est les Seldjoukides. Ils vont être poussés par les Arabes, si on peut dire. Une autre tribu, entre guillemets, turque, va aussi arriver, qui sont les Ottomans. Et les Ottomans vont prendre l'Empire romain d'Orient. Donc chute de Byzance, 1453, et vous avez donc tout cet ensemble-là. L'Empire romain d'Orient n'existe plus, et c'est l'Empire ottoman, les Turcs. Donc les Turcs sont là, et les Turcs, ils sont en train d'envahir et de prendre la place des Arabes. Donc l'Empire turc, à ce moment-là, va reconquérir au fur et à mesure toute l'Afrique du Nord, et l'Afrique du Nord fera partie de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, lui, va vouloir continuer à attaquer. Ils ont pris Constantinople, Byzance, la deuxième Rome, c'est comme ça qu'on l'appelait. Il faut qu'ils prennent la Rome existante encore, donc leur objectif maintenant, une fois qu'ils ont pris Byzance, ça sera toujours de vouloir prendre Rome. Et pendant 3 siècles, on verra les Ottomans qui n'auront qu'un objectif, de vouloir attaquer Rome. Face à cela, Charles Quint et son empire, et François Ier dans son pays que l'on pense se partager. C'est-à-dire qu'actuellement, on sait que François Ier est en grande difficulté, eh bien on va avoir les différents pays européens qui, sur un bout de parchemin, vont commencer à se dire tiens, on peut détacher telle zone de la France, telle autre zone de telle France, telle famille se dit moi je serais d'accord pour prendre telle ou telle zone. Donc on est en train d'anticiper, si je veux dire, un dépeçage de la France. Et là, François Ier se dit si je fais attaquer, si je deviens l'allié de Soliman le Magnifique, je vais pouvoir sauver la France. C'était très reproché à ça. On le reproche beaucoup encore à François Ier d'avoir fait cette alliance du lys et du croissant, parce que aucun pays européen, aucun pays chrétien n'avait jamais fait une alliance avec un pays musulman. C'était impensable. Et pour des intérêts, je dirais, de défense de la France va faire ce choix de devenir l'allié économique, militaire de l'Empire ottoman. C'est très important ça, parce qu'on va voir que cette alliance va durer pendant presque 3 siècles. Et ça va expliquer la spécificité aussi, là encore, de la France par rapport aux pays musulmans. Il faut savoir que lorsqu'effectivement les Ottomans font cet accord, on va faire des accords économiques.
les accords économiques, c'est l'aide qui autorisait aux bateaux français, aux pavillons français, à circuler sur la Méditerranée, en étant protégés des attaques des musulmans. Notamment, ça veut dire que nous ne serons jamais, sous pavillon français, normalement, pris par des pirates algérois, alors qu'ils attaquaient tous les autres bateaux. Ce qui veut dire que, notamment, la France ne va pas connaître ce traumatisme que vont vivre les autres pays face à l'esclavage. Il y a très peu de Français qui vont être déportés en esclavage, contrairement aux Corses où il y avait des razzias en permanence. En Italie, les Slaves, les autres bateaux qui passaient, étaient pris en esclavage et étaient effectivement vendus. Le principe de l'esclavage qui existait dans les pays arabes, c'était qu'on venait avec des bateaux, notamment en Corse, c'est très, très bien expliqué parce qu'on a des documents assez récents encore en Corse, où ils arrivaient avec plusieurs bateaux, ils prenaient la totalité de la population dans les villages, c'est pour ça que certains villages allaient se réfugier dans l'intérieur des terres. Les fameuses tours génoises tout autour de la Corse, c'était pour prévenir effectivement l'arrivée des bateaux. Et ils embarquaient la population dans les bateaux, et les bateaux restaient 3 jours à quelques milles des côtes. Et là, il y avait une négociation qui commençait. On pouvait racheter les membres de sa famille, donc il y avait un prix qui était fixé par effectivement enfants, femmes, etc. Et donc les familles cherchaient à racheter leurs membres qui étaient dans les bateaux. Et on a des prix qui sont fixés en pièces d'argent, y compris en chiens. On a des documents qui nous disent tant de chiens peuvent permettre effectivement de libérer quelqu'un. Et à ce moment-là, soit on peut payer et on nous rend les membres de la famille, soit on ne peut pas payer. Et à ce moment-là, ils vont partir en Afrique du Nord pour être vendus comme esclaves. Bon. Donc les Corses, je ne sais pas s'il y a des Corses ici dans la salle des origines corses, personne n'est corse. Bon, en général, les Corses, c'est très sensible pour eux ce sujet. J'ai fait 2 chapitres sur les Corses dans mon livre, et je trouve que je connais très bien Robert Colonna d'Istria, qui est le spécialiste, qui est l'historien corse. Je lui ai transmis mon texte pour savoir si je n'allais pas, je dirais, vexer des Corses. On ne sait jamais, parce que les Corses parfois sont dangereux. Et il m'a donné quelques petites anecdotes supplémentaires sur tout ça. Et donc, c'est vrai que pour eux, c'est quelque chose de très sensible. Une de leurs danses, c'est la mauresque. C'est-à-dire qu'ils dansent la libération face aux musulmans. Bon, donc pour eux, c'est quelque chose qui est ancré dans leur culture. Mais nous, on n'a pas cette situation-là. Et donc, les bateaux français peuvent circuler tranquillement et peuvent commercer. Je vous dis, c'est pour ça que quand vous parlez par exemple, avec des Roumains, des Hongrois ou des Polonais de l'islam, ils n'ont pas du tout la même approche que nous. Nous, on est tranquillement en guerre, pas en guerre, on est en paix, si je peux dire, en gros depuis l'an 1000 quasiment. On a eu les croisades, mais les croisades c'était loin de chez nous, et on n'était quasiment pas attaqués chez nous. Les Polonais, n'oubliez pas que la Pologne allait de la mer du Nord à la mer Noire. C'est ça l'empire, le royaume de Pologne. Très très gros pays la Pologne. De la mer du Nord jusqu'à la mer Noire. Ils vont être en permanence attaqués par les Ottomans. Et donc les Polonais ont été en première ligne toujours en se battant contre les musulmans, les Ottomans. Les Serbes, pareil. Les Roumains vont être envahis. Les Grecs vont être colonisés. Les Bulgares vont être colonisés. Les Grecs vont retrouver leur indépendance qu'en 1820, 1830. Donc vous voyez, c'est quand même très récent, la décolonialisation de la Grèce. Alors, je ne sais pas, on n'en parle jamais dans ce sens-là, mais c'est quand même, je dirais, un phénomène qui s'est passé. Et la Bulgarie, ça fait un siècle que ça existe, la Bulgarie, en tant que pays. Et la Roumanie, je suppose, c'est peut-être 150 ans que ces pays qui étaient colonies musulmanes, on peut retrouver leur indépendance. Bon. Alors que nous, on n'a pas du tout cette histoire-là. Donc nous, on n'est pas confrontés du tout à cette histoire. Et quand vous voyez ce que des Hongrois, des Autrichiens, des Polonais peuvent dire face à l'islam, eh bien, sachez qu'ils ont en tête, eux, ces guerres permanentes que nous n'avons pas eues. Donc vous voyez bien l'Empire ottoman, la force de l'Empire ottoman, à cette époque-là. Ils arrivent, ils ont envahi ce qui est effectivement l'Albanie, l'ex-Yougoslavie, si on peut dire ici, la Serbie. Et là, vous voyez qu'effectivement, l'ensemble de la mer Noire est sous domination musulmane. N'oublions pas que la Grèce, c'est ça à peu près. La Roumanie ici, la Bulgarie ici. Donc vous voyez, toutes ces zones qui sont maintenant clairement des pays européens avaient été envahis à l'époque. Après, on aura des guerres permanentes, et nous, on va toujours se situer en dehors de ces guerres,
face aux Ottomans. Les alliances, comme je le disais, on a un fameux cadeau qui est marqué, qui est le lion de l'Atlas, qui a été offert à François Ier. Et on va commencer à avoir des ambassadeurs turcs, ce qui est quand même très, très nouveau. Mais on a aussi des accords militaires. C'est-à-dire que non seulement on a des accords économiques, des accords de libre circulation, on a des accords militaires. Alors ça ne passera pas toujours très bien. Le pape et les pays européens vont vouloir reprocher ça à la France. Et à chaque fois, en contrepartie de cela, les Français vont dire oui, mais grâce à cela, nous obtenons la défense des lieux saints. Et c'est vrai que la France obtiendra la défense des lieux saints. Et c'est la contrepartie, à chaque fois, de cette politique d'alliance qui, pour faire passer vis-à-vis du pape cet accord, sera en contrepartie, nous avons la protection des lieux saints. Et c'est pour ça que la France sera très longtemps, effectivement, la seule puissance dans Jérusalem, puissance chrétienne. Mais ça va aller très loin, parce qu'on va avoir l'attaque de Nice, par exemple, en 1543. C'est-à-dire que les troupes françaises vont être alliées avec alors ça, c'est plus le même Barberousse, mais ça, c'est le pirate Barberousse. Alors nous, on l'appelle le pirate Barberousse. Chez les Ottomans, c'est l'amiral Barberousse. Ça, c'est autre chose, parce que c'était effectivement le responsable d'Alger. Et effectivement, c'est quelqu'un qui va structurer la marine ottomane. Et pour les Ottomans, c'est un grand amiral, alors que nous, on le traite toujours de pirate Barberousse. Ils vont donc attaquer Nice, et une fois qu'on a pris Nice, les musulmans, eux, ils vont commencer à vouloir prendre la population en esclavage. Et là, l'armée française se dit non, là ça ne va pas. On ne peut pas accepter que des chrétiens soient effectivement embarqués comme esclaves. Donc on va s'opposer à ce que les Niçois soient déportés, mais Barberousse sera furieux, parce que pour lui, c'était son moyen pour payer effectivement son armée. C'est-à-dire on prend des pirates, des esclaves, on les vend de l'autre côté, et ça nous paye effectivement toutes les actions que l'on peut avoir, parce que c'est une marchandise, l'esclave. Donc là, il faut réussir à calmer Barberousse. On dit, on va vous mettre en mouillage pendant l'hiver à Toulon. Mais on ne veut pas qu'il y ait des risques avec les habitants de Toulon. Donc on demande à tous les habitants de Toulon de quitter la ville de Toulon. Donc on vide entièrement la ville de Toulon pour que les musulmans, donc Barberousse, les bateaux puissent aller à Toulon. Et là, on va avoir effectivement, pendant quelques mois, la flotte installée à Toulon. Autour de Toulon, on a des gens qui disparaissent. Bon, ça, je pense qu'il y a quelques-uns quand même qui ont été embarqués. Ça sera très compliqué pour faire partir de Toulon Barberousse, et on lui versera effectivement énormément d'indemnités pour qu'il laisse Toulon à la France. On n'a pas voulu les mettre effectivement ailleurs, notamment pas vers Marseille, parce qu'à Marseille, on avait des galères, et on avait notamment dans les galères des musulmans. Donc on se dit, il ne faut pas qu'ils soient trop près, parce que peut-être que Barberousse aura envie éventuellement de libérer ces corélégionnaires. Bon. Grand phénomène qui se passe à ce moment-là où la France est totalement absente, c'est la bataille de Lépante. La bataille de Lépante, alors à Lyon, on la connaît parce que si on va dans la cathédrale de Fourvière, pas la cathédrale, la basilique de Fourvière, on a effectivement une grande mosaïque qui est sur la bataille de Lépante. À Lépante, ce sont tous les autres pays européens coalisés, sans la France, qui vont défaire l'armée et la flotte des Ottomans. Et c'est là où on a le premier stop réel de la force des Ottomans. Là, les Ottomans vont perdre leurs bateaux, et c'est là où effectivement, ils ne vont plus être dans une logique d'attaque et de réussite, et c'est là où il va y avoir un reflux des musulmans qui va se passer face à l'Europe. Alors, j'ai détaillé dans mon livre aussi tout ce qui est les rapports entre les Huguenots et les Morisques, parce qu'on a effectivement les protestants qui sont vus par les Ottomans comme étant finalement non plus des chrétiens, mais des gens qui sont assez proches d'eux. Donc, ils vont chercher à avoir des accords qui vont se faire avec les protestants. L'un Saint-Barthélemy, pour avoir une référence, et la création de la chaire arabe au Collège de France, puisque effectivement, comme on est amené, nous, à communiquer avec eux, à échanger et à s'aider militairement, parce qu'on va voir qu'on va aussi les aider à fortifier le Bosphore, grâce aux armées françaises et grâce aux savants français, eh bien, on a effectivement cette chaire d'arabe qui est créée au Collège de France et qui explique aussi pourquoi la France aura finalement cette prédominance au Maghreb et cette connaissance du monde arabe, je pense, exceptionnelle par rapport effectivement aux Anglais, par rapport à d'autres pays. Parce que l'arabe est étudié à Paris, déjà à cette époque-là,
et on a des ambassades turques en France. Louis XIII, là on est toujours sur les alliances, mais pendant ces 3 siècles d'alliances, il va y avoir des moments où les alliances vont être rompues. C'est-à-dire qu'on a un moment des ruptures d'alliances, parce que quand on est battu par les Autrichiens, eh bien la contrepartie c'est d'aider les Autrichiens, et donc d'envoyer quelques corps de troupes se battre contre les musulmans avec des autres Autrichiens. Et dès qu'on peut, on revient effectivement à nos alliances historiques. Richelieu, lui, il a un double objectif. À l'extérieur, abaisser la maison des Habsbourg. Les Habsbourg, ce sont les héritiers de Charles Quint, donc ce grand pays qui subsiste encore, cet empire, qui est effectivement dangereux pour la France. Et puis, pareil, pas de grands à l'extérieur, pas de grands à l'intérieur. Voilà, ça, c'est le principe de Richelieu, qui est un ministre exceptionnel, honnêtement. Moi, j'ai vraiment redécouvert Richelieu en écrivant mon livre, qui est vraiment quelqu'un qui est un peu oublié, même très oublié, qui est quelqu'un d'exceptionnel dans son organisation de la France. Lorsque les Espagnols expulsent les Morisques, qui sont donc les descendants des populations musulmanes, ou en tout cas des populations converties à l'islam présentes en Espagne, l'Espagne va expulser tous les musulmans. C'est Isabelle la catholique, c'est la volonté de ne plus avoir de musulmans du tout en Espagne. Donc les musulmans sont expulsés. Et là, Richelieu va avoir une attitude assez surprenante, qui va être d'accueillir ces musulmans en France. Et ça, c'est totalement oublié dans tous les livres d'histoire, on n'en parle jamais. Et il va vous dire, parce qu'on a 150 000 personnes qui sont expulsées, alors ils auraient pu aller par l'Algérie, si on peut dire, et lui va leur proposer de passer par la France pour rejoindre effectivement les terres musulmanes. Une bonne partie ne vont jamais aller là-bas, ils vont rester en France. Et il y a 150 000 musulmans qui sont accueillis à ce moment-là, et la phrase effectivement de Charlemagne, de Richelieu, de dire « Il est impossible de représenter la pitié que faisait ce pauvre peuple dépouillé de tous ses biens et banni du pays de sa naissance. » Alors, il ne faut pas se leurrer, Richelieu, en même temps, règle ses comptes avec l'Espagne. C'est-à-dire eux qui se disent le pays très catholique, lui qui est cardinal, il s'en en profite pour un petit peu leur faire un peu une leçon au niveau religieux. Et en même temps, il va critiquer cette maison impériale qui déjà à l'époque exterminait les Indiens. Vous voyez la modernité de Richelieu. Moi, j'avoue qu'on aurait, je pense, matière à redécouvrir Richelieu. Pendant ce temps-là, on installe des capucins à Istanbul. Donc on continue à mettre en différents endroits des religieux, donc des prêtres capucins, qui vont s'installer effectivement à Istanbul. On a une compagnie du corail qui va gérer le corail en Méditerranée et dans les pays musulmans. On va s'installer quasiment à la limite de l'Algérie et la Tunisie. On va avoir une installation française. On va construire une église là-bas aussi, qui est une des premières églises construites à l'époque. Et ces fameux traités, ce qu'on appelle les capitulations, c'était la liberté de circulation de tous les bateaux français. Et on rachète des esclaves à ce moment-là, avec effectivement un ordre religieux. Et notamment, il y a un ordre qui est très intéressant, qui est l'ordre des Trinitaires. Et les Trinitaires, lorsqu'ils vont effectivement travailler à racheter tous les esclaves qui sont pris, quels que soient les esclaves, quelle que soit leur couleur de peau aussi. Il faut savoir qu'il y a une grande fresque à Rome, une fresque qui date du XIIIe siècle, qui montre justement le rachat des esclaves. Et on voit 2 esclaves libérés, un Européen, un blanc et un noir. C'est-à-dire qu'on libérait aussi bien les blancs et les Africains qui étaient esclaves, et ça au XIIIe siècle. Ça fait partie aussi des choses qui sont bonnes parfois à rappeler, que j'ai rappelé quand j'étais invité sur Africa 24, qui est en fait la CNN africaine, si vous voulez, pour parler de ces sujets-là. Saint Vincent de Paul aurait été déporté en tant qu'esclave, mais nous, dans notre rôle, c'est très rare l'esclavage français, et on va œuvrer à la libération de tout ce qu'on peut libérer. C'est une manière aussi de s'excuser vis-à-vis des autres pays, de l'alliance que l'on fait aussi avec effectivement les musulmans. Il ne faut pas être naïf aussi dans les luttes de pouvoir. Louis XIV, alors je ne sais pas combien de temps, ça fait quoi, 3/4 d'heure que je parle déjà, pratiquement. 50 minutes, vous me dites stop, parce que sinon je pourrais parler des heures. Louis XIV, lui, on va effectivement avoir quelqu'un qui cherche plutôt à voir différemment.
On n'est pas sur l'opposition avec effectivement les Turcs, sauf sur la Crète, où on va être embarqué dans une bataille pour l'île de Candie, ce qu'on appelait à l'époque, c'était la Crète, qui va être un échec. On a, si vous voulez, un soutien culturel, des échanges culturels qui vont se faire à cette époque-là. On n'aide pas Vienne particulièrement, parce que Vienne est attaquée en permanence. Il faut savoir que Vienne est l'objectif, parce que Vienne est sur la route de Rome. Ce n'est pas Vienne en soi qui est cherchée. Les musulmans veulent attaquer Vienne pour que si Vienne tombe, ils aillent jusqu'à Rome. Voilà. Ça, c'est leur objectif éternel, si je peux dire. Donc nous, on ne va pas particulièrement aider les Viennois, et au contraire, on va envoyer des conseillers chez les Ottomans. Donc on nous reprochera beaucoup. Et on va aider avec des militaires justement à leur expliquer comment créer des canons, fabriquer des canons, établir des forteresses pour le Bosphore, et on va fortifier le Bosphore à ce moment-là. Louis XV, Louis XVI, on est effectivement sur une coopération économique qui marche relativement bien. On a 80 maisons de commerce françaises qui se sont installées dans l'Empire ottoman, y compris des familles lyonnaises. On trouve beaucoup de familles lyonnaises qui se sont installés, qui étaient des banques, qui étaient des marchands de tissus, qui étaient installés là, et beaucoup de familles aussi marseillaises, qui sont allées faire du commerce et se sont installés dans ces pays-là. Et on est vraiment le meilleur allié de l'Empire ottoman. Et il faut savoir que la situation change. Au XVIe siècle, c'est la France qui est menacée d'être coupée en morceaux. Et grâce à l'alliance avec les Ottomans, on a effectivement sauvé la France. À la fin du XVIIIe siècle, c'est l'inverse. C'est l'Empire ottoman qui est en train de se casser la gueule. Et là, tous les pays autour sont en train de se partager ce qu'il y a de possible dans l'Empire ottoman. Les Russes veulent évidemment prendre Constantinople, pour eux en faire la nouvelle Rome des orthodoxes, puisqu'effectivement ils se sont toujours considérés comme étant les protecteurs des orthodoxes. Et comme ils n'ont pas pu avoir Constantinople, c'est Moscou qui est effectivement, je dirais, la Rome des orthodoxes, si on peut dire. Bon. Mais dans leur idée, c'était de reprendre évidemment Constantinople. Les Autrichiens, les Allemands, les Italiens, tout ce qu'ils peuvent récupérer effectivement. Et nous, on va effectivement, au contraire, on va renforcer notre alliance avec les Ottomans à ce moment-là. Et c'est ce qui va nous permettre aussi de découvrir la culture antique des Grecs à cette époque-là. Puisque c'est un Français qui a eu la première fois l'idée de récupérer les frises du Parthénon. Il n'obtiendra pas les frises du Parthénon, il en fera des copies qui vont effectivement être volées par les Anglais. Les Anglais, quand ils vont arriver sur place, eux n'auront pas les mêmes scrupules et vont carrément démonter les frises du Parthénon qui sont toujours à Londres actuellement. Alors, dans mon livre, j'ai aussi étudié, parce que je voulais voir comment les intellectuels, entre guillemets, de l'époque ont vu la relation avec l'islam. Donc je suis allé reprendre tous les auteurs qui comptaient à cette époque pour voir ce qu'ils disaient de l'islam. Alors, vous avez certains qui sont très critiques, d'autres sont plus compréhensifs. Dans les critiques, vous avez Montesquieu, qui effectivement nous dit « Les princes mahométans donnent sans cesse la mort ou la reçoivent. La religion chez les chrétiens rend les princes moins timides et par conséquent moins cruels. » Voltaire qui nous dit « Ce monstre barbare, imposteur, arabe, insolent, brigand, traître, fourbe et cruel. » Mais comme c'est Voltaire, on va avoir la même chose de Voltaire dans l'autre sens aussi, parce qu'il est capable de dire tout et son contraire. Et donc il va nous dire « Si le Coran est mauvais pour notre temps et pour nous, il est fort bon pour ses contemporains. Et sa religion encore meilleure. » Bon, ça, c'est évidemment Voltaire qui est d'un cynisme le plus fou. Diderot, qui évidemment a très bien compris ce qui se passait, et Rousseau, qui dit oui, c'est une société despotique, mais c'est égalitaire. Donc ça me plaît, moi. Ça me plaît parce que c'est égalitaire. Bon. Donc c'est intéressant de voir que déjà à cette époque-là, on se posait la question sur ce qu'était l'islam. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que c'est depuis 50 ans qu'on se pose des questions sur l'islam. Non, ça fait des siècles que l'on se pose ces questions. Et on arrive à des accords. Quand on a les accords économiques, il est interdit donc qu'il y ait un esclave français qui soit effectivement vendu là-bas, mais il est interdit aussi que les Français aillent libérer des esclaves. On va avoir des cas où des jeunes esclaves vont s'échapper sur des bateaux français, vont arriver en France, notamment un dans les bateaux de Jacques Coeur, et là, les Turcs sont furieux en disant « Si vous ne le renvoyez pas cet esclave, on remet en cause la totalité des accords. » Et on va voir Jacques Coeur qui va renvoyer
cet esclave, ce jeune Français, en esclavage. Donc, enfin, c'était pas un Français, lui, c'était pas un Français, c'était un autre justement. Donc, il va le renvoyer en esclavage, ce qui va choquer énormément. Mais le principe, c'était, on fait une alliance, vous faites ce que vous voulez chez vous, et nous, on fait ce que l'on veut chez nous. Mais vous ne venez pas interférer chez les uns et chez les autres, et c'est à ce prix que l'alliance a pu tenir pendant 3 siècles. Donc, chacun pensait ce qu'il voulait des autres, mais on n'allait pas, je dirais, déstabiliser les autres pays. Sauf quand on va voir Bonaparte. Bonaparte, lui, de toute façon, c'est toujours quelqu'un de particulier. J'ai eu la chance d'écouter le juge Courroy il y a 1 mois, qui a fait un livre en faisant le procès de Bonaparte. Donc à charge et à décharge. Mais bon, il l'a fait plutôt à décharge, je trouve, de Bonaparte. Il était un petit peu trop compréhensif. Il faut savoir que tous les pays européens misent sur la déstabilisation totale de l'Empire ottoman, en se disant il faut maintenant se partager ce qui reste de l'Empire ottoman. Pour les Français, on se dit il y a l'Égypte. C'est un peu le mythe de l'Égypte. Et on se dit c'est vraiment le pays qui sera le plus intéressant, le plus riche finalement de tous ces pays, entre guillemets, de désert. Donc c'est l'image qu'on avait, même si c'est faux. Et donc on va avoir envie de prendre l'Égypte. Et le jeune général Bonaparte est envoyé effectivement là-bas. Alors, je ne vais pas revenir sur Napoléon, enfin sur Bonaparte à ce moment-là, mais il faut savoir que ça va être la rupture des alliances qu'on avait faites, sachant que quelques années avant, on était au mieux avec les Ottomans, puisqu'on avait effectivement permis de fortifier tout le Bosphore. Avec 30 000 soldats, Bonaparte va là-bas, prend le contrôle de l'Égypte de manière assez provisoire, puisque ce sera comme une catastrophe, il faut être très clair. On nous présente ça comme étant une grande épopée scientifique de découverte. Ça, c'est la réécriture de l'histoire par Napoléon, qui ne voulait pas rester sur une défaite. Mais l'idée de base, c'est s'il est parti avec des savants et des scientifiques, c'était pour s'installer et pour créer un pays autonome sur place. Et de ce pays, pouvoir aller, comme effectivement Talleyrand lui a fait croire, être le nouvel Alexandre le Grand, en sachant que l'idée de base, c'est de se dire s'il pouvait aller jusqu'à la limite de l'Afghanistan, là il y a un petit roi qui se bagarre contre les Anglais, et bien si on pouvait arriver jusque-là, on ferait un blocage par rapport aux Anglais. Donc ça, c'était effectivement l'idée de Talleyrand. Et d'ailleurs, Talleyrand nous disait « L'Empire ottoman ne durera pas, la République devrait prendre ses mesures pour saisir parmi ses débris ceux qui pourraient lui convenir. Je mets sans hésiter au premier rang l'Égypte. Pourquoi nous sacrifierions-nous pour une puissance qui touche à sa ruine ?» Et Bonaparte, lui, effectivement, va respecter cela, et en ayant effectivement le cynisme de Bonaparte, où qu'il soit. Il dit très clairement qu'il va se convertir à l'islam s'il le faut, si ça aide. Et il va donner effectivement des consignes à certains de ses soldats et ses officiers de se convertir à l'islam. Il dit « Les peuples avec qui nous allons vivre sont musulmans, ne les contredisez pas, ayez des égards pour leurs mouftis et leurs imams, ayez pour les cérémonies la même tolérance que vous avez pour les couvents, pour les synagogues, pour la religion de Moïse et de Jésus-Christ. » Et donc ça c'est important de voir que lorsqu'effectivement on est arrivé là-bas, il n'y a absolument pas eu d'opposition, il n'y a pas eu de guerre de religion, c'est vraiment, je dirais, une installation et la tentative de prendre le contrôle d'un pays qui était une colonie ottomane. Il faut bien comprendre, c'était les Mamelouks qui étaient à l'époque-là, qui avaient pris une certaine indépendance par rapport aux Ottomans, et c'est une attaque qui s'est faite face à ce petit pays devenant presque autonome. On n'y arrive pas, mais malgré tout, on va refaire à nouveau des alliances juste après ça, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que Talleyrand avait dit à Bonaparte « Vous inquiétez pas, on va informer la Sublime Porte ou le sultan de cela, donc ce ne sera pas du tout en opposition avec le sultan. » Sauf que Talleyrand, il dit ce qu'il a envie de dire au moment où ça l'arrange. Et en fait, il ne va pas prévenir du tout les Ottomans. Et les Ottomans vont apprendre l'arrivée des Français sur des terres qui étaient de leur zone, je dirais, d'influence. Et ça se passera effectivement pas très bien. Donc une fois qu'on sera parti, effectivement, on va reprendre des accords avec les Ottomans. Et là, on va sauver clairement Istanbul face aux Anglais et aux Russes qui vont attaquer Istanbul. Et ça, je dis pourquoi ? Parce que souvent, on a des jeunes
qui peuvent dire, qui vont toujours voir le côté guerre qu'il y a pu y avoir entre les Français et les autres pays. Mais si on n'avait pas eu les accords avec les Ottomans, la France n'existerait plus. Et s'il n'y avait pas eu les accords avec les Français, la Turquie n'existerait plus. Il faut bien avoir en tête que ce sont ces accords qui ont fait que si la Turquie existe encore maintenant, c'est parce qu'il y a eu ces accords. Et si la France a existé depuis, enfin, n'est pas tombée au XVIe siècle, c'est aussi grâce à ces accords. Et comme effectivement Bonaparte avait quand même en tête de régler pas mal de problèmes, et notamment le problème d'Alger, qui était quand même un port de piraterie, Bonaparte va demander à ce qu'on étudie un plan pour prendre Alger. Et le plan du débarquement d'Alger que l'on appliquera en 1830 sera le plan qui avait été imaginé sous Napoléon. Et c'est ce plan-là qui sera mis en œuvre et qui aboutira effectivement. Alors Napoléon, moi je trouve intéressant, juste dans le cadre de ce livre, de rappeler trois choses. C'est que Napoléon avait une approche des religions très pragmatique. C'est-à-dire qu'il considérait que les religions ne devaient pas influer sur le pouvoir politique. C'est-à-dire que c'est de la sphère privée et on fait en sorte que ça reste de la sphère privée, mais tout en étant, je dirais, dans la société quand même. C'est pas en dehors de la société. Pour les catholiques, il va signer un concordat et qui sera relativement dur, et les évêques seront nommés sur accord de Napoléon. Il faut bien comprendre que ce n'était pas le pape qui nommait les évêques en France, c'était effectivement Napoléon. Et l'évêque prêtait serment à l'Empire. Pour les protestants, il va faire obligation pour tous les pasteurs d'être de nationalité française. Aucun financement étranger. Parce que les protestants à l'époque, il faut bien comprendre qu'ils se sentaient plus reliés aux Anglais éventuellement, aux Hollandais, aux Suisses qu'aux Français. Bon. Donc il était hors de question qu'il y ait des temples qui soient reliés à des puissances étrangères. Donc tous les temples et tous les séminaires des protestants étaient autorisés par effectivement le droit français et aucun financement étranger. Et pour les juifs, il y avait à l'époque, je vous rappelle que l'Empire français de Napoléon avait commencé à prendre une partie de l'Europe, et donc on s'est retrouvé avec des zones où il y a une forte population juive, beaucoup plus forte que ce qu'on avait effectivement en France. Et à ce moment-là, il va y avoir le fameux, le fameux débat qui va être imposé aux Juifs, les fameux 100 savants quasiment juifs qui vont être rassemblés par Napoléon, qui va leur demander, est-ce que vous considérez que la loi française est supérieure à la loi juive ? Avant, il y avait, je dirais, des tribus juives, entre guillemets, enfin, des communautés juives, qui effectivement vivaient sur une religion assez archaïque par rapport à d'autres endroits, avec la polygamie qui était autorisée, avec la répudiation évidemment qui était autorisée, avec interdiction des mariages mixtes. Et donc Napoléon va poser 10 questions. Est-ce que vous renoncez au mariage mixte ? Est-ce que vous renoncez à interdire les mariages mixtes ? Est-ce qu'un juif peut épouser une non-juive ? Est-ce qu'une juive peut épouser un non-juif ? Est-ce que vous appliquez le droit français ? Vous renoncez au droit hébraïque ? Est-ce que vous renoncez à la polygamie ? Est-ce que vous renoncez à la répudiation ? Le divorce avait été mis en place, donc c'est la loi du divorce qui s'appliquera. Est-ce que vous êtes prêt à vous battre et à mourir pour la France ? Toutes ces questions sont posées. Et au bout d'un an de débat, les Juifs vont accepter et vont créer le consistoire. Et c'est comme ça que le consistoire juif a été mis en place en France. Évidemment, ça ne sera pas fait avec les musulmans, parce qu'il n'y avait pas de musulmans en France et qu'il n'y a pas de raison, effectivement, de faire ça à l'époque. Dernière partie, je vais m'arrêter là, parce que sinon après on va encore être trop long. Charles X. Charles X va effectivement être celui qui va déclencher le débarquement à Alger. Alger était un port de pirates. Il faut savoir qu'il y a eu régulièrement des batailles, je dirais. Est-ce que je l'ai mis sur le suivant peut-être ? Non. Je vais juste reprendre quelques dates intéressantes sur Alger, parce que si on attaque en 1830, pour Alger, ce n'est pas sans raison et ce n'est pas par hasard. Voilà. Alger était vraiment un port donc, de pirates, et il y avait énormément de personnes qui étaient effectivement attrapées et vendues, déportées en esclavage. Et régulièrement, les pays européens vont attaquer Alger. Il faut savoir que Charles Quint va l'attaquer en 1541.
mais ils vont échouer. Ensuite, la France l'attaquera en 1682, échouera. L'Espagne attaquera Alger en 1775. Ensuite, ce sont les Américains qui vont attaquer Alger en 1801 et 1804, parce que des bateaux américains avaient été pris et les Américains déportés comme esclaves. Les Américains vont à nouveau encore attaquer Alger en 1815. Les Anglais vont le faire en 1816 et en 1824. Il y aura une motion internationale qui demande à ce que l'on mette fin à la piraterie d'Alger. Les Français et d'autres pays vont proposer aux Ottomans de le faire pour le compte des Européens. Les Ottomans vont refuser malgré une somme d'argent qu'il leur est proposée. Et finalement, Charles X va se décider à le faire. Mais il va le faire, si vous voulez, au nom d'une Europe qui voulait mettre fin à la piraterie. Et en appliquant effectivement le plan qui avait été imaginé sous Napoléon. Et contrairement aux autres pays, on va décider de ne pas attaquer depuis la mer, puisque Alger était très très bien fortifié. On va décider de débarquer à quelques kilomètres vers les terres. Là, les armées vont débarquer, vont faire le tour par la terre, et là vont prendre Alger de l'autre côté, et vont pouvoir prendre la citadelle, qui était plus haut, qui à ce moment-là permettait de contrôler la ville. Et c'est la seule fois, effectivement, la première fois où la ville d'Alger a été prise. Et on n'est pas parti dans l'idée de conquérir l'Algérie, contrairement à ce qui circule. Simplement, l'idée, c'était de mettre fin à la piraterie qui existait là. Alors après, tous les fameux débats qui peuvent ressortir actuellement sur le blé qui n'a pas été payé, etc., je l'explique dans mon livre et je refais tous les calculs pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté aussi sur tous ces sujets qui ressortent beaucoup actuellement sur des blogs, notamment de cités. On vient nous reprocher qu'on n'aurait pas payé effectivement du blé acheté, ce qui est faux, ce qui est plus compliqué, qu'on aurait pris le trésor, etc. d'Alger. Enfin, bon, bref, il y a plein de choses qui circulent actuellement. Et ça me permettait, moi, de remettre tout ça un petit peu à leur place. Donc, tout ça, je le détaille. Et après, effectivement, ayant pris Alger, ayant à chaque fois des nouvelles attaques qui se faisaient, notamment d'Abdelkader, qui lui était parti en arrière, voulant attaquer à nouveau les troupes françaises, et c'est comme ça qu'on va élargir. Et finalement, on va conquérir l'Algérie, ce qui n'était pas du tout prévu initialement. Voilà, Napoléon III, pareil, c'est assez intéressant parce que, contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas eu de transformation des mosquées en églises. Il y a eu une mosquée qui a été transformée en église, contre l'avis du pouvoir politique, qui était à Alger, effectivement, la cathédrale d'Alger. Mais c'était malheureusement, je dirais, un général qui avait fait la guerre avec Napoléon, qui avait été en Égypte, et qui en fait réglait ses comptes en faisant ça. Et comme ça avait été fait, on va le laisser. Et en même temps, on va restaurer, en contrepartie, on va financer la restauration des grandes mosquées à Alger pour justement essayer de compenser, je dirais, cette décision. Et après, on va avoir des statuts très différents. On va considérer que le personnel, je dirais, indigène de l'époque donc, sera régi par la loi musulmane, alors qu'effectivement les Français sont régis par la loi française. Donc voilà. Après, j'ai aussi expliqué comment ça s'est passé les accords lors de la Première Guerre et la Seconde Guerre mondiale, et que contrairement à ce que l'on pense, il n'y a pas de surmortalité des troupes musulmanes dans les tranchées. J'ai repris tous les chiffres et j'ai tout expliqué effectivement dans mon livre. Et pour remercier, je dirais, les musulmans qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale, on va construire la Grande Mosquée de Paris. La Grande Mosquée a été construite pour que justement les familles musulmanes qui avaient des membres de leur famille morts pendant la Première Guerre mondiale puissent avoir un lieu de mémoire et un lieu où ils puissent se rassembler. Et c'est ça l'origine de la Grande Mosquée. Et j'ai cité Édouard Herriot, qui a été responsable effectivement en partie de ce projet. Si la guerre a scellé sur les champs de bataille la fraternité franco-musulmane, et si plus de 100 000 de nos sujets protégés sont morts au service d'une patrie désormais commune, cette patrie doit tenir à l'honneur de marquer au plus tôt et par des actes sa reconnaissance et son souvenir. À tous ces musulmans, quelle que soit leur origine, s'ils évoquent le nom de la France et demandent son aide spirituelle ou son hospitalité, Paris offrira l'accueil de l'Institut musulman, l'ombre pieuse de sa mosquée, le délassement des... Bon bref, ça c'est après de la poésie, si je peux dire, qui a été faite par... Voilà. Et donc c'était une manière d'expliquer la cohabitation de la France en terre d'islam, où là beaucoup d'idées fausses circulent. Et la dernière partie, c'est la cohabitation de l'islam en terre de France. Alors là, je ne peux pas effectivement écrire ce chapitre, je mets quelques pistes dans mon livre, mais là c'est quelque chose qui est à écrire. Mais je dis toujours qu'il faut, comme le disait Charles Péguy, il faut toujours dire ce que l'on voit, surtout il faut toujours, ce qui est plus difficile, voir ce que l'on voit.
Et Fustel de Coulanges nous dit « L'histoire ne nous dira sans doute pas ce qu'il faut faire, elle nous aidera peut-être à le trouver ». Donc je pense que dans cette relation de la France et l'islam, de voir comment les choses se sont passées au fil des siècles, eh bien, peut donner effectivement des grilles de lecture et surtout éviter ces incompréhensions et ces idées fausses qui circulent de part et d'autre. Parce qu'on a souvent des jeunes qui vont nous reprocher des choses, alors qu'en fait, ça ne s'est pas passé de cette manière-là, et vice-versa aussi. Parce que moi, quand j'ai écrit mon livre, c'était très, très amusant de voir comment il a été vu par la critique. Les journaux de gauche étaient embêtés, parce que parler d'islam, pour eux, c'est gênant. Alors que c'est un livre qui n'est vraiment pas du tout polémique. Bon. Ceux de centre-gauche en ont parlé, mais ce qui les intéressait, c'est très amusant, c'est les alliances. Montrer comment on peut vivre alliés les uns et les autres en paix. Les sites ou les journaux de droite, plutôt sur les confrontations. Très à droite, l'identitaire, c'était plutôt les croisades qui les intéressaient. Alors qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir la totalité. C'est de voir qu'on ait des périodes de confrontation, on a des périodes d'alliance, des périodes de cohabitation. Et ce qui est intéressant, c'est de voir justement la totalité de ces trois périodes-là. Et malheureusement, ce sont des sujets qui sont trop polémiques, où effectivement chacun veut voir ce qu'il a envie de trouver en fait dans cette période-là. Et je trouve d'avoir ces trois périodes, ça permet de prendre du recul vis-à-vis de l'islam et de ne pas être, je dirais, directement plongé dans des périodes de violence ou être angélique complètement à l'inverse aussi. Voilà, je pense que j'ai terminé un peu plus qu'1 heure, mais bon, c'était l'idée. Voilà. Ouais.